C'est une fameuse chance pour un pêcheur de rencontrer ces bandes vertes sous cette latitude, dit Simpson. Et pourquoi demanda le docteur, que ces remarques faites par des gens du métier intéressaient vivement. Parce que c'est dans ces eaux vertes, répondit Simpson, que l'on pêche les baleines en plus grande quantité. Et la raison? La raison, c'est qu'elles y trouvent une nourriture plus abondante. Vous êtes certain de ce fait? Oh, je l'ai expérimenté 100 fois, monsieur Clawbonny, dans la mer de Baffin. Je ne vois pas pourquoi il n'en serait pas de même dans la baie Melville. Vous devez avoir raison, Simpson. Et tenez, répondit celui-ci en se penchant au-dessus du bastingage. Regardez, monsieur Clawbonny. Tiens, répondit le docteur, on dirait le sillage d'un navire. Eh bien, répondit Simpson, c'est une substance graisseuse que la baleine laisse après elle. Croyez-moi, l'animal qui l'a produite ne doit pas être loin. En effet, l'atmosphère était imprégnée d'une forte odeur de fraîcheur. Le docteur se prit donc à considérer attentivement la surface de la mer, et la prédiction du harponneur ne tarda pas à se vérifier. La voix de Fokker se fit entendre au haut du mât. « Une baleine !» cria-t-il. « Sous le vent, à nous !» Tous les regards se portèrent dans la direction indiquée. Une trombe peu élevée, qui jaillissait de la mer, fut aperçue à 1 mille du brick. « La voilà !» s'écria Simpson, que son expérience ne pouvait tromper. « Elle a disparu !» répondit le docteur. « On saura bien la retrouver, si cela était nécessaire, » dit Simpson avec un accent de regret. Mais, à son grand étonnement, et bien que personne n'eût osé le demander, Hatteras donna l'ordre d'armer la baleinière. Il n'était pas fâché de procurer cette distraction à son équipage et même de recueillir quelques barils d'huile. Cette permission de chasse fut donc accueillie avec satisfaction. 4 matelots prirent place dans la baleinière. Johnson à l'arrière fut chargé de la diriger. Simpson se tint à l'avant, le harpon à la main. On ne put empêcher le docteur de se joindre à l'expédition. La mer était assez calme. La baleinière déborda rapidement et 10 minutes après, elle se trouvait à 1 mille du brick. La baleine, munie d'une nouvelle provision d'air, avait plongé de nouveau. Mais elle revint bientôt à la surface et lança une quinzaine de pieds ce mélange de vapeur et de mucosité qui s'échappe de ses évents. « Là, là !» fit Simpson en indiquant un point à 800 yards de la chaloupe. Celle-ci se dirigea rapidement vers l'animal et le brick, l'ayant aperçu de son côté, se rapprocha en se tenant sous petite vapeur. L'énorme cétacé disparaissait et reparaissait au gré des vagues, montrant son dos noirâtre, semblable à un écueil échoué en pleine mer. Une baleine ne nage pas vite lorsqu'elle n'est pas poursuivie, et celle-ci se laissait bercer indolemment. La chaloupe s'approchait silencieusement en suivant ces eaux vertes, dont l'opacité empêchait l'animal de voir son ennemi. C'est un spectacle toujours émouvant que celui d'une barque fragile s'attaquant à ces monstres. Celui-ci pouvait mesurer 130 pieds environ, et il n'est pas rare de rencontrer, entre le 72e et le 80e degré, des baleines dont la taille dépasse 180 pieds. D'anciens écrivains ont même parlé d'animaux longs de plus de 700 pieds. Mais il faut les ranger dans les espèces dites d'imagination. Bientôt, la chaloupe se trouva près de la baleine. Simpson fit un signe de la main, les rames s'arrêtèrent, et brandissant son harpon, l'adroit marin le lança avec force. Cet engin, armé de javelines barbelées, s'enfonça dans l'épaisse couche de graisse. La baleine blessée rejeta sa queue en arrière et plongea.
Aussitôt les 4 avirons furent relevés perpendiculairement. La corde, attachée au harpon et disposée à l'avant, se déroula avec une rapidité extrême et la chaloupe fut entraînée pendant que Johnson la dirigeait adroitement. La baleine, dans sa course, s'éloignait du brick et s'avançait vers les icebergs en mouvement. Pendant une demi-heure, elle fila ainsi. Il fallait mouiller la corde du harpon pour qu'elle ne prît pas feu par le frottement. Lorsque la vitesse de l'animal parut se ralentir, la corde fut retirée peu à peu et soigneusement roulée sur elle-même. La baleine reparut bientôt à la surface de la mer qu'elle battait de sa queue formidable. De véritables trompes d'eau soulevées par elle retombaient en pluie violente sur la chaloupe. Celle-ci se rapprocha rapidement. Simpson avait saisi une longue lance et s'apprêtait à combattre l'animal corps à corps. Mais celle-ci, prise à toute vitesse par une passe que 2 montagnes de glace laissaient entre elles. La poursuivre devenait alors extrêmement dangereux. « Diable, fit Johnson. En avant, ferme, mes amis, s'écriait Simpson, possédé de la furie de la chasse. La baleine est à nous. Mais nous ne pouvons la suivre dans les icebergs, dit Johnson en maintenant la chaloupe. Si, criait Simpson. Non, firent quelques matelots. Oui, s'écriaient les autres. Pendant la discussion, la baleine s'était engagée entre 2 montagnes flottantes que la houle et le vent tendaient à réunir. La chaloupe remorquée menaçait d'être entraînée dans cette passe dangereuse quand Johnson, s'élançant à l'avant, une hache à la main, coupa la corde. Il était temps. Les 2 montagnes se rejoignaient avec une irrésistible puissance, écrasant entre elles le malheureux animal. « Perdu !» s'écria Simpson. « Sauvé !» répondit Johnson. « Ma foi !» fit le docteur, qui n'avait pas sourcillé. « Cela vaut la peine d'être vu. » La force d'écrasement de ces montagnes est énorme. La baleine venait d'être victime d'un accident souvent répété dans ces mers. Scoresby raconte que dans le cours d'un seul été, 30 baleines ont ainsi péri dans la baie de Baffin. Il vit même un 3-mâts aplati en 1 minute entre 2 immenses murailles de glace qui, se rapprochant avec une effroyable rapidité, le fit disparaître corps et biens. 2 autres navires sous ses yeux furent percés de part en part, comme à coups de lance, par des glaçons aigus de plus de 100 pieds de longueur qui se rejoignirent à travers les bordages. Quelques instants après, la chaloupe accostait le brick et reprenait sur le pont sa place accoutumée. « C'est une leçon, » dit Chandon à voix haute, « pour les imprudents qui s'aventurent dans les passes. » Le 25 juin, le Forward arrivait en vue du cap Dundas, à l'extrémité nord-ouest de la terre du prince de Galles. Là, les difficultés s'accrurent au milieu des glaces plus nombreuses. La mer se rétrécit en cet endroit, et la ligne des îles Crozier, Young, Day, Lauter, Garrett, rangées comme des forts au devant d'une rade, oblige les ice streams à s'accumuler dans le détroit. Ce que le brick, en toute autre circonstance, eût fait en une journée, lui prit du 25 au 30 juin. Il s'arrêtait, il revenait sur ses pas, attendait l'occasion favorable pour ne pas manquer l'île Bichet, dépensant beaucoup de charbon, se contentant de modérer son feu pendant ses haltes, mais sans jamais l'éteindre, afin d'être en pression à toute heure de jour et de nuit. Hatteras connaissait aussi bien que Chandon l'état de son approvisionnement. Mais, certain de trouver du combustible à l'île Bichet, il ne voulait pas perdre 1 minute par mesure d'économie. Il était fort retardé par suite de son détour dans le sud.
et quoi qu'il eût pris la précaution de quitter l'Angleterre dès le mois d'avril, il ne se trouvait pas plus avancé maintenant que les expéditions précédentes à pareille époque. Le 30, on releva le cap Walker à l'extrémité nord-est de la terre du prince de Galles. C'est le point extrême que Kennedy et Belleau aperçurent le 3 mai 1852 après une excursion à travers tout le Nord Somerset. Déjà en 1851, le capitaine Omanet de l'expédition Austin avait eu le bonheur de pouvoir y ravitailler son détachement. Ce cap fort élevé est remarquable par sa couleur d'un rouge brun. De là, dans les temps clairs, la vue peut s'étendre jusqu'à l'entrée du canal Wellington. Vers le soir, on vit le cap Belleau séparé du cap Walker par la baie de Macleod. Le cap Belleau fut ainsi nommé en présence du jeune officier français que l'expédition anglaise salua d'un triple hurrah. En cet endroit, la côte est faite d'une pierre calcaire jaunâtre, d'apparence très rugueuse. Elle est défendue par d'énormes glaçons que les vents du nord y entassent de la façon la plus imposante. Elle fut bientôt perdue de vue par le Forward, qui s'ouvrit, au travers des glaces mal cimentées, un chemin vers l'île Bichet, en traversant le détroit de Barrow. Hatteras, résolu à marcher en ligne droite pour ne pas être entraîné au-delà de l'île, ne quitta guère son poste pendant les jours suivants. Il montait fréquemment dans les bars de perroquets pour choisir les passes avantageuses. Tout ce que peuvent faire l'habileté, le sang-froid, l'audace, le génie même d'un marin, il le fit pendant cette traversée du détroit. La chance, il est vrai, ne le favorisait guère, car, à cette époque, il dut trouver la mer à peu près libre. Mais enfin, en ne ménageant ni sa vapeur, ni son équipage, ni lui-même, il parvint à son but. Le 3 juillet à 11 heures du matin, l'Ice Master signala une terre dans le nord. Son observation faite, Hatteras reconnut l'île Bichet, ce rendez-vous général des navigateurs arctiques. Là touchèrent presque tous les navires qui s'aventuraient dans ces mers. Là, Franklin établit son premier hivernage avant de s'enfoncer dans le détroit de Wellington. Là, Creswell, le lieutenant de McClure, après avoir franchi 470 milles dans les glaces, rejoignit le Phoenix et revint en Angleterre. Le dernier navire qui mouilla à l'île Bichet avant le Forward fut le Fox. McClinton s'y ravitailla le 11 août 1855 et y répara les habitations et les magasins. Il n'y avait pas 2 ans de cela. Hatteras était au courant de ces détails. Le cœur du maître d'équipage battait fort à la vue de cette île. Lorsqu'il la visita, il était alors quartier-maître à bord du Phoenix. Hatteras l'interrogea sur la disposition de la côte, sur les facilités du mouillage, sur l'atterrissement possible. Le temps se faisait magnifique. La température se maintenait à 57 degrés, plus 14 degrés centigrades. « Eh bien, Johnson, demanda le capitaine, vous y reconnaissez-vous ? » ?»« Oui, capitaine, c'est bien l'île Bichet. Seulement, il nous faudra laisser porter un peu au nord. La côte y est plus accostable. »« Mais les habitations, les magasins, dit Hatteras. »« Oh, vous ne pourrez les voir qu'après avoir pris terre. Ils sont abrités derrière ces monticules que vous apercevez là-bas. »« Et vous y avez transporté des provisions considérables ? » ?»« Considérables, capitaine. Ce fut ici que l'amirauté nous envoya en 1853, sous le commandement du capitaine Inglefield, avec le steamer le Phoenix et un transport chargé de provisions, le Breadalbane. Nous apportions de quoi ravitailler une expédition tout entière. Mais le commandement du Fox a largement puisé à ses provisions
en 1855, dit Hatteras. « Soyez tranquille, capitaine, répliqua Johnson. Il en restera pour vous. Le froid conserve merveilleusement, et nous trouverons tout cela frais et en bon état comme au premier jour. » « Les vivres ne me préoccupent pas, répondit Hatteras. J'en ai pour plusieurs années. Ce qu'il me faut, c'est du charbon. Eh bien, capitaine, nous en avons laissé plus de 1000 tonneaux. Ainsi, vous pouvez être tranquille. Approchons-nous, reprit Hatteras, qui, sa lunette à la main, ne cessait d'observer la côte. Vous voyez cette pointe, reprit Johnson. Quand nous l'aurons doublée, nous serons bien près de notre mouillage. Oui, c'est bien de cet endroit que nous sommes partis pour l'Angleterre, avec le lieutenant Croswell et les 12 malades de l'Investigator. Même si nous eûmes le bonheur de rapatrier le lieutenant du capitaine McClure, l'officier Belleau, oui, qui nous accompagnait sur le Félix, il n'a jamais revu son pays. Ah, c'est là un triste souvenir. Mais, capitaine, je pense que nous devons mouiller ici même. Bien, répondit Hatteras, et il donna ses ordres en conséquence. Le Forward se trouvait dans une petite baie naturellement abritée contre les vents du nord, de l'est et du sud, et à une encablure de la côte environ. Monsieur Wall, dit Hatteras, vous ferez préparer la chaloupe, et vous l'enverrez avec 6 hommes pour transporter le charbon à bord. Oui, capitaine, répondit Wall. Je vais me rendre à terre dans la pirogue avec le docteur et le maître d'équipage. Monsieur Chandon, vous voudriez bien nous accompagner ? À vos ordres, répondit Chandon. Quelques instants après, le docteur, muni de son attirail de chasseur et de savant, prenait place dans la pirogue avec ses compagnons. 10 minutes plus tard, il débarquait sur une côte assez basse et rocailleuse. « Guidez-nous, Johnson, dit Hatteras. Vous y retrouvez-vous ? Parfaitement, capitaine. Seulement, voici un monument que je ne m'attendais pas à rencontrer à cet endroit. Cela, s'écria le docteur, je sais ce que c'est. Approchons-nous. Cette pierre va nous dire elle-même ce qu'elle est venue faire jusqu'ici. Les 4 hommes s'avancèrent, et le docteur dit en se découvrant. Ceci, mes amis, est un monument élevé à la mémoire de Franklin et de ses compagnons. En effet, Lady Franklin, ayant remis en 1855 une table de marbre noir au docteur Ken, en confia une seconde en 1858 à McClintock pour être déposée à l'île Bichet. McClintock s'acquitta religieusement de ce devoir et il plaça cette table non loin d'une stèle funéraire érigée déjà à la mémoire de Belleau par les soins de Sir John Barrow. Cette table portait l'inscription suivante : à la mémoire de Franklin, Crozier, Fitzjames et de tous leurs vaillants frères. Officiers et fidèles compagnons qui ont souffert et péri pour la cause de la science et pour la gloire de leur patrie. Cette pierre est érigée près du lieu où ils ont passé leur premier hiver arctique et d'où ils sont partis pour triompher des obstacles ou pour mourir. Elle consacre le souvenir de leurs compatriotes et amis qui les admirent, et de l'angoisse maîtrisée par la foi de celle qui a perdu dans le chef de l'expédition le plus dévoué et le plus affectionné des époux. C'est ainsi qu'il les conduisit au port suprême où tous reposent. 1855. Cette pierre sur une côte perdue de ces régions lointaines parlait douloureusement au cœur. Le docteur, en présence de ces regrets touchants, sentit les larmes venir à ses yeux. À la place même où Franklin et ses compagnons passèrent, pleins d'énergie et pleins d'espoir, il ne restait plus qu'un morceau de marbre pour souvenir. Et malgré ce sombre avertissement de la destinée, le Forward allait s'élancer sur la route de l'Erebus et du Terror.
Hatteras s'arracha le premier à cette périlleuse contemplation et gravit rapidement un monticule assez élevé, presque entièrement dépourvu de neige. « Capitaine, lui dit Johnson en le suivant, de là nous apercevrons les magasins. » Chandon et le docteur les rejoignirent au moment où ils atteignaient le sommet de la colline. Mais, de là, leurs regards se perdirent sur de vastes plaines qui n'offraient aucun vestige d'habitation. « Voilà qui est singulier, dit le maître d'équipage. « Eh bien, et ces magasins, dit vivement Hatteras. « Je ne sais, je ne vois, balbutia Johnson. « Vous vous serez trompé de route, dit le docteur. « Il me semble pourtant, reprit Johnson en réfléchissant, qu'à cet endroit même… »« Enfin, dit impatiemment Hatteras, où devons-nous aller ?»« Descendons, fit le maître d'équipage, car il est possible que je me trompe. Depuis 7 ans, je puis avoir perdu la mémoire de ces localités. »« Surtout, répondit le docteur, quand le pays est d'une uniformité si monotone. »« Et cependant, murmura Johnson. Chandon n'avait pas fait une observation. Au bout de quelques minutes de marche, Johnson s'arrêta. « Mais non, s'écria-t-il, non, je ne me trompe pas. »« Eh bien, dit Hatteras en regardant autour de lui. « Qui vous fait parler ainsi, Johnson ?» demanda le docteur. « Voyez-vous ce renflement du sol ?» dit le maître d'équipage, en indiquant sous ses pieds une sorte d'extumescence dans laquelle 3 saillies se distinguaient parfaitement. « Qu'en concluez-vous » demanda le docteur. « Ce sont là, répondit Johnson, les 3 tombes des marins de Franklin. J'en suis sûr, je ne me suis pas trompé, et à 100 pas de nous devraient se trouver les habitations, et si elles n'y sont pas, c'est que… » Il n'osa pas achever sa pensée. Hatteras s'était précipité en avant, et un violent mouvement de désespoir s'empara de lui. Là, ils avaient dû s'élever en effet les magasins tant désirés, avec ces approvisionnements de toutes sortes sur lesquels ils comptaient. Mais la ruine, le pillage, le bouleversement, la destruction avaient passé là où des mains civilisées créèrent d'immenses ressources pour les navigateurs épuisés. Qui s'était livré à ces déprédations? Les animaux de ces contrées, les loups, les renards, les ours? Non, car ils n'eussent détruit que les vivres, et il ne restait pas un lambeau de tente, pas une pièce de bois, pas un morceau de fer, pas une parcelle de métal quelconque, et, circonstance plus terrible pour les gens du Forward, pas un fragment de combustible. Évidemment, les Esquimaux, qui ont été souvent en relation avec les navires européens, ont fini par apprendre la valeur de ces objets dont ils sont complètement dépourvus. Depuis le passage du Fox, ils étaient venus et revenus à ce lieu d'abondance, prenant et pillant sans cesse, avec l'intention bien raisonnée de ne laisser aucune trace de ce qui avait été. Et maintenant, un long rideau de neige recouvrait le sol. Hatteras était confondu. Le docteur regardait en secouant la tête. Chandon se taisait toujours, et un observateur attentif eût surpris un méchant sourire sur ses lèvres. En ce moment, les hommes envoyés par le lieutenant Wall arrivèrent. Ils comprirent tout. Chandon s'avança vers le capitaine et lui dit « Monsieur Hatteras, il me semble inutile de se désespérer. Nous sommes heureusement à l'entrée du détroit de Barrow, qui nous ramènera à la mer de Baffin. »« Monsieur Chandon, répondit Hatteras, nous sommes heureusement à l'entrée du détroit de Wellington, et il nous conduira au nord. »« Et comment naviguerons-nous, capitaine ?»« À la voile, monsieur. Nous avons encore pour 2 mois de combustible, et c'est plus qu'il ne nous en faut pendant notre prochain hivernage. »« Vous me permettrez de vous dire, reprit Chandon, « je vous permettrai de me suivre à mon bord, monsieur, » répondit Hatteras. Et, tournant le dos à son second, il revint vers le brick et s'enferma dans sa cabine. Pendant 2 jours,
le vent fut contraire. Le capitaine ne reparut pas sur le pont.